Salut. Ce soir, nous allons plonger dans un genre d'histoire différent. Pas la légende éclatante, mais la vérité froide et lourde sous l'armure. Vous n'y trouverez ni dragon, ni héros impeccable, juste une vie bâtie sur le devoir, la peur, les bleus et la routine silencieuse de survivre dans l'acier à travers champs de bataille, sommeil interrompu et déclin lent de la gloire. Si ce genre de narration vous aide à vous reposer, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, mais uniquement si cela vous apporte vraiment la paix. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est. C'est étrangement réconfortant de savoir qui d'autre s'endort au son de cette même marche lente à travers l'histoire. Alors, baissez les lumières, laissez le feu de votre imagination réchauffer les murs de pierre. Installez-vous confortablement et commençons par la formation d'un chevalier. Vous avez 7 ans lorsque le chemin vers la chevalerie commence. Pas avec une épée, mais avec un au revoir. Vos parents, fiers et peut-être un peu soulagés, vous envoient servir dans la maison d'un noble seigneur. Il n'y a pas d'adieu écrits à l'encre ou conservés en souvenir, seulement une tape sur l'épaule, un ballot de vêtements et le poids des attentes qui s'installent sur votre petit corps, encore en croissance. Personne ne vous demande si vous êtes prêt. En vérité, la préparation est sans importance. Vous êtes maintenant un page. Le château se dresse au-dessus de vous, des tours de pierre s'étirant vers un ciel gris. Sa silhouette promet à la fois grandeur et épreuve. La porte grince en s'ouvrant. Ce qui se trouve au-delà n'est pas un monde d'honneur et de gloire, mais un monde de récurage, de service et de survie. La chevalerie viendra plus tard, après des années à courir, porter et nettoyer derrière les chevaux et les nobles au tempérament tout aussi exécrable. Vos devoirs sont interminables, du lever au coucher du soleil. Voire plus tard, vous courez avec des messages, balayez les salles, livrez des lettres et aidez au repas. Les jours particulièrement chanceux, vous avez le droit de polir l'armure, ce qui semble glamour, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie gratter la boue séchée et le crottin de cheval sur de lourdes bottes de fer. Vos mains sont couvertes d'ampoules, votre dos vous fait mal, et les chevaliers, eux, ne vous remarquent à peine. Vous n'êtes pas encore l'un d'eux, vous êtes laide. Mais même dans ces premiers jours, l'entraînement commence. Des épées en bois sont distribuées comme des balais, et des bleus fleurissent sur vos bras, tandis que vous vous battez avec d'autres garçons qui, comme vous, sont impatients de prouver quelque chose. On vous apprend à tomber d'un cheval sans vous briser le cou. Vous tombez souvent. Certains jours, il semble que tomber soit la leçon principale. Personne ne vous félicite pour vos bleus, mais on vous réprimande pour votre faiblesse. Vous apprenez vite. La douleur doit être avalée, pas affichée. La discipline est tout. Ne parlez que lorsqu'on vous parle. Inclinez-vous plus profondément devant ceux de rang supérieur. Ne questionnez jamais un ordre, aussi trivial ou humiliant soit-il. Vos erreurs sont corrigées par une gifle ou une semaine à récurer des pots de chambre. Un garçon oublie d'enlever son bonnet en présence de la dame du château. Il passe 2 jours à genoux dans la chapelle, à prier pour l'humilité. Personne n'oublie à nouveau. Si votre famille est riche, un tuteur peut vous être assigné pour vous apprendre à lire, écrire et peut-être un peu de latin, bien que le latin semble surtout utile pour comprendre les services religieux et les inscriptions sur les tombes. Sinon, vous apprenez par imitation. Vous écoutez, vous mémorisez des prières, vous copiez des lettres avec des mains tremblantes lorsque l'intendant est assez généreux pour partager un morceau de parchemin. L'alphabétisation est un luxe. Le muscle et l'obéissance comptent plus. Pourtant, vous apprenez. Vous apprenez quelle fourchette utiliser, bien que la plupart préfèrent les doigts. Vous apprenez à rester immobile pendant des heures lors des banquets de cour, en équilibrant des plateaux de viande fumante, pendant que les nobles parlent politique et se plaignent du vin.
Vous apprenez à rester invisible lorsque les tempéraments s'échauffent et à disparaître entièrement lorsque les chevaliers ivres commencent à se vanter de batailles passées. Chaque instant est une éducation à la survie. Les matinées commenceront par la messe. La chapelle du château est froide toute l'année et votre souffle embue l'air pendant que vous vous agenouillez sur le sol de pierre et essayez de ne pas vous endormir pendant la liturgie. La foi n'est pas optionnelle. Elle fait autant partie de votre entraînement que l'escrime. On vous apprend à craindre l'enfer, à respecter l'Église et à vous confesser régulièrement. Les prêtres parlent de buts divins, de devoirs sacrés. Vous hochez la tête en essayant de rester éveillé. Surtout, vous priez pour ne pas tomber malade. Il y a peu de remèdes et encore moins de guérisons. Les repas sont de brèves affaires, généralement composés de pain, de fromage et de viande si vous avez de la chance. Les légumes sont suspects. Beaucoup croient que les légumes crus causent des maladies. Ainsi, vous développez un régime constant de viande salée et de croûtes sèches. Vous mangez rapidement, sachant que votre prochaine tâche vous attend. Lors de rares jours de fête, il peut y avoir du porc rôti ou des gâteaux d'avoine au miel. Ces jours sont mémorisés pendant des années, comme des rêves aperçus à travers la fumée. Le soir, la grande salle s'anime. Des ménestrels chantent des ballades, racontant des histoires d'Arthur, de Roland et de saints qui ont tué des dragons. Vous vous asseyez sur les bords, près du feu, en essayant de saisir chaque mot. Les chansons sont censées inspirer, mais vous êtes trop fatigué pour être ému. Vous pensez plus à vos pieds endoloris qu'aux exploits chevaleresques. Pourtant, quelque chose remue en vous, un espoir, peut-être, que quelqu'un chantera un jour à votre sujet. Vous dormez où vous pouvez, souvent dans les quartiers des serviteurs, épaule contre épaule avec d'autres garçons, sur des paillasses de paille qui sentent la sueur et la moisissure. Certaines nuits, on vous tire du sommeil pour aider avec des arrivées tardives ou des invités inattendus. Vous apprenez à vous lever sans vous plaindre, à travailler malgré l'épuisement, à ne jamais laisser vos yeux trahir la fatigue. Un chevalier doit être prêt à tout moment. L'entraînement commence ici. Vous n'êtes pas seul. D'autres pages souffrent avec vous. Vous formez des amitiés silencieuses, basées sur des regards partagés et des plaintes murmurées. Ensemble, vous apprenez les rythmes de la vie au château. Vous apprenez quels chevaliers sont cruels et lesquels fermeront les yeux lorsque vous volerez une deuxième portion de ragoût. Vous apprenez à qui faire confiance, qui craindre et quel coin du château offre un moment de paix. Il y a des moments de légèreté, une plaisanterie de la cuisinière, un chevalier maladroit trébuchant sur un chien, une pomme volée. Vous vous accrochez à ces moments. Ils vous rappellent que la vie existe au-delà du devoir, que le rire a encore sa place, même ici. Occasionnellement, vous entrevoyez le monde au-delà des murs, des marchands arrivant avec des soieries et des épices, une troupe de saltimbanques ou une noble femme passant à cheval avec sa suite. Ces visions semblent étrangères, comme des histoires aperçues à travers le brouillard. Vous n'en faites pas encore partie, mais peut-être un jour. Parfois, le doute s'insinue. Les histoires de gloire semblent lointaines, la réalité bien plus ardue. Vous vous demandez si tout cela, les membres endoloris, les réprimandes, la faim, est vraiment le chemin vers l'honneur. Mais de temps en temps, vous voyez un chevalier partir en armure étincelante, étendard flottant, et votre poitrine se serre à la pensée que cela pourrait un jour être vous. Vos leçons d'humilité ne s'arrêtent pas au bleu, et à la fin, il y a aussi des cérémonies auxquelles assister. Même si vous n'êtes guère plus qu'un bruit de fond, vous observez tandis que les nobles se rassemblent, vêtus de tissus fins que vous n'avez pas le droit de toucher, encore moins de porter. On vous rappelle par leurs regards, et parfois leurs mots, que votre position est quelque part entre utile et invisible.
Lorsque des dignitaires visitent, le château devient un théâtre. Vous aidez à préparer les chambres d'hôtes, polissez l'argent et balayez les mêmes couloirs 3 fois. Si quelque chose est déplacé, les pages sont blâmées. Et si quelque chose tourne mal, disons qu'un chien mord la jambe d'un évêque en visite. Eh bien, disons simplement qu'il est utile de savoir comment éviter d'être vu. Vous maîtrisez rapidement l'art de paraître occupé, tout en étant loin du problème. Les jours de fête, il y a de la musique, de la danse et trop de vin. Du moins pour les adultes, vous avez le droit de regarder depuis les coins, en absorbant les sons et les vues, tout en faisant semblant de ne pas regarder trop attentivement. Occasionnellement, quelqu'un vous glisse une viande sucrée ou un morceau de gâteau, et pendant un instant, les fardeaux de votre position semblent plus légers. Mais ces petites gentillesses n'effacent pas la réalité. Votre place est de servir, d'observer et de se souvenir. Certains pages trouvent le refuge dans les livres, s'ils savent lire. La chambre du vieux intendant abrite quelques manuscrits enluminés, lourds, reliés en cuir et gardés aussi farouchement que l'armurerie du Seigneur. Les soirs chanceux, vous avez le droit de vous asseoir près du feu et d'écouter un scribe plus âgé lire à voix haute des histoires de généraux romains ou de saints ayant enduré des épreuves indicibles. Ces histoires nourrissent l'esprit pendant que votre corps guérit des corvées de la journée. Il y a aussi des avertissements, prononcés à voix basse ou murmurés par des serviteurs plus âgés. Ils vous parlent de pages qui n'ont pas réussi à progresser, des garçons qui ont craqué sous la pression ou ont été renvoyés chez eux dans la disgrâce. Parfois, ils disparaissent sans explication. Parfois, vous entendez des choses que vous n'auriez jamais dû entendre. Vous apprenez rapidement quand parler, quand hocher la tête et quand garder la tête baissée. Le château est votre creuset et chaque heure passée entre ces murs vous forge en quelque chose de plus dur, de plus maigre, de plus capable. Pas un chevalier, pas encore, mais plus un enfant. Vous êtes une créature en transition, meurtrie, disciplinée et silencieusement déterminée. Ainsi, lorsque vous restez éveillé la nuit, fixant les poutres en bois au-dessus de votre matelas de paille, vous pensez non seulement à ce que vous avez enduré, mais à ce qui vous attend, la prochaine phase, le prochain défi, la prochaine étape sur le chemin qui, un jour, si les dieux, votre Seigneur et votre corps le permettent, fera de vous un chevalier. Mais pour l'instant, vous êtes un page, et cela suffit. À l'âge de 14 ans, les liens de l'enfance de page sont cérémonieusement coupés, bien que pas avec douceur ou gentillesse. Vous n'êtes plus un page, vous êtes maintenant un écuyer. Et bien que ce nouveau titre puisse sembler une promotion, il vient avec considérablement moins de friandises et beaucoup plus de bleu. Vous êtes passé de polir les sols à polir l'armure, de chercher des coupes à chercher l'homme qui pourrait mourir dedans. Votre nouveau rôle est personnel, intime même. Vous êtes assigné à un chevalier et on s'attend à ce que vous le serviez aussi fidèlement qu'une ombre. Où il va, vous allez. S'il part en bataille, vous le suivez. S'il tombe, vous courez dans le carnage pour l'aider à se relever, risquant votre propre vie dans le processus. Vous n'êtes plus un enfant du château, vous êtes l'écuyer d'un guerrier, et vos journées sont façonnées par ces exigences. L'entraînement physique augmente 10 fois. Monter un cheval de guerre, par exemple, n'est pas la glisse élégante que vous imaginiez. Ces bêtes sont énormes, élevées pour la puissance et la guerre, et plus capricieuses que la plupart des nobles. Les monter est une petite bataille en soi. Les contrôler est une négociation constante. Vos cuisses vous font mal. Votre colonne vertébrale vibre à chaque pas. Votre derrière n'a pas eu une sensation normale depuis Mecklemus. L'entraînement à l'épée s'intensifie. Vous maniez maintenant de vraies lames, pas pour tuer, mais assez tranchantes
pour causer de l'inquiétude si votre adversaire est mieux reposé ou moins distrait que vous. Vous vous battez quotidiennement, votre corps couvert de bleus qui ne disparaissent jamais complètement avant que de nouveaux n'apparaissent. Chaque session est un exercice d'humilité. Pour chaque coup que vous portez, vous en recevez 3 en retour. Le chevalier que vous servez n'attend pas de grâce, il attend du cran. Mais peut-être la partie la plus fatigante de vos devoirs est l'entretien de l'équipement. L'armure, vous l'apprenez rapidement, n'est pas seulement du métal, c'est un écosystème. La sueur, la crasse et l'escargot occasionnel trouvent leur chemin dans les articulations de l'armure de plate. Vous la nettoyez, la polissez, inspectez chaque charnière et sangle. Si les grèves pincent, ou si la visière du casque reste coincée en plein combat, c'est de votre faute. Si votre chevalier meurt parce que vous avez manqué une boucle fissurée, vous souhaiterez probablement être mort le premier. Les armes doivent être aiguisées quotidiennement. Les lances doivent être testées, les boucliers examinés pour les fissures. La vie de votre chevalier et votre réputation dépendent de la précision absolue de votre travail. Personne ne vous remercie quand tout se passe bien, mais tout le monde le remarque quand ce n'est pas le cas. Et puis il y a les tournois. Ils étaient romantiques quand vous étiez un page, des événements colorés de trompettes et de jeunes filles qui applaudissent. Maintenant, vous voyez les épées émoussées, briser des os. Vous êtes celui qui selle le cheval, porte les lances, essuie le sang de la joue de votre chevalier pour qu'il puisse sourire à la foule. S'il gagne, vous ramassez l'argent du prix. S'il perd, vous ramassez ses côtes brisées et ce qui reste de sa dignité. Quand la vraie guerre arrive, et elle arrive, vous marchez aux côtés de votre chevalier, dans la boue, la pluie et l'incertitude. Les campagnes sont longues et inconfortables. La nourriture est rare. Le sommeil est encore plus rare. Votre armure, si vous en avez une, irrite des endroits que vous ne saviez pas exister. Vous commencez à comprendre le vrai sens de l'épuisement. Lorsque vos membres ne bougent que parce que vous savez que vous le devez, la bataille n'est pas glorieuse. C'est une cacophonie de cris, de métal et d'ordres perdus dans le vent. Le choc des corps, l'odeur du sang et de la sueur, le silence soudain d'un homme mourant. Ces éléments deviennent votre éducation. Vous apprenez à distinguer entre la peur qui vous aiguise et la peur qui vous paralyse. Vous priez pour que la première se manifeste plus souvent. Vous n'êtes pas là pour vous battre, pas encore. Mais cela ne signifie pas que vous êtes en sécurité. Quand votre chevalier est désarçonné, c'est votre travail de l'atteindre, de le relever, de le tirer du danger. Imaginez traîner un homme en armure complète, chaque pièce pesant plus qu'un rôti de fête, à travers un champ boueux, pendant que les flèches tombent comme la pluie. Ce n'est pas héroïque, c'est éreintant, et la récompense est généralement juste la chance de le refaire demain. Quand votre chevalier est blessé, vous soignez ses blessures. S'il est capturé, on s'attend à ce que vous négociiez ou livriez des messages pour assurer sa libération. Parfois, cela signifie traiter avec des hommes qui préféreraient le voir pourrir. Vous apprenez la diplomatie, non pas avec des tuteurs, mais par nécessité. Vos mots doivent être prudents, votre posture humble, votre ton respectueux. Même votre silence devient un outil. Il y a des moments, rares mais réels, où vous vous sentez fier, quand vous conduisez le cheval de votre chevalier dans un camp et que les têtes se tournent pour regarder, quand il vous fait un signe de tête après une bataille, ensanglanté mais vivant. Ces moments sont fugaces, comme la lumière du soleil à travers les meurtrières, mais ils comptent. Ils vous font avancer. De retour au château, vos devoirs continuent. Vous entraînez les jeunes pages, transmettant les mêmes dures leçons que vous avez apprises. Vous servez lors des banquets, aidez à organiser les chasses et restez aux côtés de votre chevalier chaque fois que des invités importants arrivent. Votre épée est usée,
Vos bottes sont fendillées et vous vous déplacez comme un homme 2 fois plus âgé. Mais vous n'êtes plus un serviteur. Vous êtes observé, évalué, mesuré. Les prêtres attendent toujours vos prières. Votre Seigneur attend toujours votre loyauté. Votre corps attend le repos, qu'il reçoit rarement. Mais il n'y a pas de retour en arrière. La seule voie est en avant. Vous commencez à penser à vos propres armoiries. Quelle couleur, quel symbole. Vous rêvez du moment de l'adoubement, l'épée touchant vos épaules, le moment où vous vous levez non plus comme un écuyer, mais comme un chevalier. Cela semble incroyablement loin, cela semble inévitable, cela semble les deux. Puis il y a les jours difficiles, les jours où vous enterrez un camarade écuyer, piétiné par un cheval de guerre, ou transpercé par une lance qui ne semblait pas assez émoussée. Personne ne chante de chansons pour les écuyers. Personne n'écrit de poèmes pour les garçons qui ont presque réussi. Vous apprenez à porter le chagrin sans le montrer. Vous apprenez à continuer à travailler même lorsque le sol se dérobe sous vos pieds. Si vous avez de la chance, votre chevalier vous enseigne plus que la bataille. Il vous enseigne comment penser, comment juger le caractère d'un homme, comment lire un champ de bataille, comment diriger. S'il est sage, il vous enseigne quand parler et quand garder votre langue, comment choisir vos batailles et comment perdre avec grâce. Ce ne sont pas des choses que l'armure peut vous protéger, mais elles sont tout aussi vitales. L'hiver apporte de nouveaux défis. Vous comprenez maintenant qu'une épée n'est efficace que si la main peut encore en sentir le manche. Vos doigts se fendent de froid et le métal de l'armure de votre chevalier semble de la glace lorsque vous l'attachez chaque matin. La neige transforme la cour d'entraînement en un marécage de boue gelée. Les chevaux glissent, vous aussi. Vous ne vous plaignez pas. Le temps, comme la guerre, ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Il y a des conversations parmi les écuyers plus âgés. Des conversations sur la gloire, sur la rébellion à l'Est, sur la convocation d'un roi. Vous écoutez, absorbez, calculez. Vous avez vu assez pour savoir que la gloire ressemble souvent à une tombe. Pourtant, vous partiriez demain si vous étiez appelé. L'attente est souvent pire que la guerre. Vous écrivez votre première lettre. Elle est raide, maladroite et formelle, adressée à vos parents, s'ils sont encore en vie, et leur disant peu de choses. Vous n'êtes même pas sûr de l'endroit où l'envoyer, mais l'écrire semble important, comme vous ancrer, comme prouver que vous êtes encore quelqu'un sous les bleus, la sueur et l'acier. Une nuit, après un banquet, votre chevalier, ivre de hydromel et de nostalgie, vous raconte sa première campagne. Il décrit la pluie, la faim, le frisson de survivre à la charge. Puis il se tait, il regarde le feu et nomme 3 hommes qui ne sont pas revenus. Vous ne parlez pas, on s'attend à ce que vous écoutiez et vous souveniez. Vous vous entraînez quotidiennement, parfois en secret. Vous imitez la posture de votre chevalier, ses mouvements de pied, la manière dont il tient sa lame juste avant un coup. Vous copiez tout, espérant que l'imitation deviendra un jour instinct. Vous saignez, vous boitez, vous apprenez. Puis un matin, sans fanfare, votre nom est appelé. Vous devez monter à cheval avec votre chevalier, non pas comme observateur, mais comme son second. Il n'y a pas de sommeil la nuit précédente. Aucun sommeil n'est nécessaire. Quand vous montez votre cheval, vous êtes prêt. Pas parfait, pas sans peur, mais prêt. Votre histoire est encore en train d'être écrite, mais elle est déjà gravée dans le fer froid des épées, la poussière des routes, les callosités de vos mains. Vous n'êtes plus un garçon, pas tout à fait un homme, mais plus proche maintenant. Vous êtes un écuyer, et vous avez 21 ans, ou presque. Certains écuyers sont adoubés plus jeunes, d'autres plus âgés. Mais le chiffre n'a pas autant d'importance que le fait que quelqu'un en position d'autorité ait enfin décidé que vous êtes prêt à vous agenouiller, prêt à jurer, prêt, en théorie, à tuer et mourir avec un peu plus de cérémonie officielle attachée
Il n'y a pas de transformation soudaine. Vous ne vous réveillez pas avec une voix plus grave ou une mâchoire plus ferme. Vous êtes encore endolori de l'entraînement d'hier, avez encore de la boue sur vos bottes et une cicatrice sur l'épaule qui ne veut pas tout à fait guérir. Mais c'est le moment vers lequel toute votre jeunesse a rampé, votre corps meurtri, votre fierté battue, vos mains durcies par des années de polissage, d'aiguisage, de port et de service. Tout a mené ici, au jour de votre chevalerie. Cela commence par la solitude. On vous donne une chambre, petite et froide, pour prier, réfléchir et jeûner pendant la nuit. Il n'y a rien de glamour là-dedans, juste des murs de pierre, une seule bougie et une couverture fournie par la chapelle qui parvient à être à la fois fine et rêche. Vous vous agenouillez sur le sol, les os endoloris, l'estomac qui gargouille, et essayez de ne pas penser à la chaleur des cuisines ou à l'odeur du porc rôti qui flotte d'en bas. Cette veillée est censée purifier l'âme, vous préparer à accepter les devoirs sacrés d'un chevalier. On s'attend à ce que vous méditiez sur les responsabilités à venir. Défendre les faibles, servir votre Seigneur, défendre l'Église. En pratique, vous passez autant de temps à vous demander si quelqu'un remarquerait si vous preniez une gorgée d'eau ou vous asseyez pendant 5 minutes bénies. Vous n'êtes pas seul dans votre inconfort. Des dizaines d'écuyers ont tenu cette veillée avant vous, certains tremblant d'anticipation, d'autres feignant la sérénité. Vous vous demandez lequel vous êtes. Vous essayez de vous souvenir de toutes les prières, des credos, de la posture appropriée. Vous essayez de ne pas penser aux rumeurs d'écuyers, vomissant de nervosité pendant la cérémonie, ou s'évanouissant au milieu de la cérémonie. Ce serait malheureux, mémorable, mais malheureux. À l'aube, vous êtes escorté vers la grande salle. Elle est transformée pour l'occasion. Des bannières pendent, des bougies vacillent. Nobles, chevaliers et prêtres se rassemblent en tenue cérémonielle, chuchotant poliment derrière des gants. Un silence tombe lorsque vous entrez. Votre nom est annoncé. Vous vous agenouillez. Votre Seigneur, ou peut-être le roi, selon votre rang, s'approche. Il porte une épée, symbole de service et de pouvoir. Ce n'est peut-être pas sa propre lame. Certains seigneurs gardent une épée cérémonielle juste pour cet usage, polie jusqu'à un éclat miroir et jamais utilisée en bataille. Vous essayez de ne pas regarder trop attentivement. Vous essayez de ne pas trembler. L'épée touche vos épaules, gauche puis droite, l'adoubement. Dans certaines traditions, vous recevez aussi une gifle symbolique, un rappel de la douleur physique et morale que vous devez désormais endurer sans vous plaindre. C'est moins un coup et plus une tape ferme. Mais le message est clair. Le devoir d'un chevalier n'est pas le confort, mais le sacrifice. Puis vient le serment. Vous parlez solennellement, promettant loyauté à votre Seigneur, à Dieu et aux idéaux de la chevalerie. Vous promettez de défendre les faibles, de protéger les femmes, de dire la vérité et de vous battre avec honneur. Vous répétez les mots avec toute la gravité que vous pouvez rassembler, bien que vous vous demandiez silencieusement combien de chevaliers vivent encore selon eux. Avec le serment accompli, vous vous levez non plus comme un garçon, non plus comme un serviteur, mais comme un chevalier. Le changement est subtil, interne et pourtant profond. Les gens qui vous regardaient à peine hier hochent maintenant la tête en approbation solennelle. Vos pères tapent sur votre épaule. Votre Seigneur offre un sourire crispé, ce qui, selon les normes nobles, pourrait tout aussi bien être une ovation debout. Il peut y avoir un banquet après, selon la richesse de votre Seigneur ou l'humeur de la cour. S'il y en a, vous vous asseyez un peu plus haut à table, buvez dans une coupe plus fine et recevez les félicitations de nobles à qui vous avez déjà servi du vin. Certains écuyers sont adoubés sur les champs de bataille. Leur cérémonie improvisée,
au milieu du carnage. D'autres reçoivent toute la pompe. De toute façon, le poids du titre s'installe sur vos épaules, lourd comme une cotte de maille. La chevalerie, comme il s'avère, n'est pas une destination, mais une porte. Le monde ne ralentit pas pour que vous profitiez de votre nouveau statut. Vos devoirs s'étendent immédiatement. On s'attend maintenant à ce que vous dirigiez des hommes, non pas que vous les suiviez, que vous preniez des décisions, non pas que vous obéissiez simplement, que vous chevauchiez en tête, non pas à l'arrière. La même épée qui vous a adoubé chevalier est maintenant la vôtre à manier, et personne ne vérifiera plus vos choix. Si vous vous trompez, ce sera public et coûteux. Vous êtes également désormais responsable de nouvelles manières. La parole d'un chevalier est contraignante. Votre signature a du poids. Votre absence à la cour est remarquée. Votre présence à l'église est supposée. Si vous buvez trop ou parlez trop librement, cela reflète non seulement sur vous, mais sur votre maison, votre bannière et votre seigneur. Un mot mal choisi peut aigrir les alliances. Une bagarre d'ivrogne peut annuler des mois de diplomatie. En bref, votre marge d'erreur diminue considérablement au moment où votre épaule est touchée par une épée. Vos responsabilités vont au-delà de la bataille. Si votre seigneur vous accorde des terres, on s'attend à ce que vous les gériez avec sagesse. Cela signifie percevoir des impôts, régler les différends entre paysans, entretenir les routes et assurer une bonne récolte. Les chevaliers sont souvent imaginés uniquement comme des guerriers, mais en vérité, ils sont des administrateurs, des exécuteurs et des seigneurs terriens. Votre épée peut rester dans son fourreau pendant des mois, mais votre sceau est pressé dans la cire presque quotidiennement. Vous avez aussi maintenant votre propre écuyer. L'ironie ne vous échappe pas. Il est jeune, incertain, impatient de plaire. Vous lui apprenez à polir votre armure exactement ainsi, à seller votre cheval sans blesser ses flancs, à servir le vin sans en renverser. Vous le corrigez doucement au début, puis plus fermement. Il vous rappelle vous-même. C'est humiliant et légèrement amusant de voir jusqu'où vous êtes venu et combien il vous reste encore à parcourir. Il y a aussi la question de vos armoiries. Si vous n'en avez pas encore, elles doivent maintenant être choisies. Couleurs, symboles, devises familiales, tout compte. Elles vous identifient sur le champ de bataille et à la cour. Elles parlent avant vous. Un lion rouge, rampant sur un champ d'or, dit quelque chose de très différent d'une croix noire sur une bande blanche. Choisissez judicieusement ou payez un héros pour vous aider. Votre nouvelle armure est ajustée à votre corps, en supposant que votre seigneur soit généreux ou que votre famille ait encore des pièces à dépenser. Les plates complètes sont chères et chaque pièce doit être faite sur mesure. Grève pour vos jambes, gantelets pour vos mains, cuirasse pour votre poitrine. Vous restez immobile pendant que les forgerons mesurent des cliquettes, leurs doigts laissant de la suie sur votre peau. Le poids est impressionnant. Marcher avec est comme apprendre à bouger à nouveau, mais vous vous sentez en sécurité dedans. Aussi, comme si le métal pouvait protéger non seulement votre corps, mais votre nom. Vous faites votre première promenade formelle à travers le village, non pas comme un serviteur derrière une suite, mais à sa tête. Les enfants courent au bord de la route. Les vieillards s'inclinent avec raideur. Une femme vous lance une fleur. Vous essayez de ne pas avoir l'air trop satisfait. Les paysans n'applaudissent pas exactement, mais ils regardent. Et dans le monde médiéval, l'attention est une sorte d'applaudissement. Ce soir-là, dans la solitude de votre chambre, vous enlevez chaque pièce d'armure lentement, méthodiquement. Vous placez votre épée avec soin. Vous regardez votre reflet dans la plaque polie et essayez de voir ce que les autres ont vu aujourd'hui. Un chevalier, un protecteur, un leader. Vous n'y croyez pas tout à fait encore, mais vous y croirez. Tout ne change pas du jour au lendemain. Vous vous entraînez encore chaque jour. Vous vous levez toujours tôt
et priez. Vous boitez encore après une longue promenade et grincez des dents quand une lame touche votre coude. Mais votre nom est appelé avec plus de poids maintenant. On vous consulte, on ne vous commande pas. Les jeunes écuyers vous regardent avec quelque chose comme de l'admiration ou de la peur. Peut-être les deux. La guerre reviendra, vous le savez, et quand elle viendra, votre position en avant-garde sera attendue. Plus de se tenir derrière un mur de boucliers, plus d'attendre des ordres, vous mènerez la charge, élèverez votre voix au-dessus du tumulte, et serez le premier à traverser le champ. Si la fortune vous favorise, vous pourrez revenir avec honneur. Sinon, vos armoiries seront ramenées à la maison sans vous. C'est le coup de l'accolade, c'est le fardeau du serment. Mais pourtant, vous êtes fiers, non pas de votre statut, mais de votre survie. Vous avez enduré les longues années, les veillées froides, l'humiliation, l'entraînement, la peur, et maintenant, vous portez le titre comme une seconde peau. Vous êtes un chevalier, et votre vrai service ne fait que commencer. Vous ne devenez pas chevalier, et vous ne vous sentez pas immédiatement puissant. Vous devenez chevalier, puis on vous remet 60 livres d'acier, et on vous dit de monter à cheval. La première vraie leçon de la chevalerie n'est pas comment se battre, mais comment marcher, respirer, et ne pas tomber dans votre propre armure. Au début, c'est la cotte de mailles, un réseau d'anneaux entrelacés qui pend sur vos épaules comme une tunique de fer. Ce n'est pas aussi lourd qu'il n'y paraît, mais il vous colle, tire sur vos membres et attrape chaque goutte de sueur que votre corps produit dessous. Vous portez un gambison rembourré, du lin rembourré, avec de la laine ou des chiffons, qui sent horriblement mauvais après un seul affrontement et pire après une semaine. Mais il empêche la maille de frotter contre votre peau comme une râpe à fromage. À mesure que la guerre évolue, votre équipement aussi. L'armure de plate commence à remplacer la maille. Au début, juste une cuirasse et des grèves, puis des espaulières pour vos épaules, des brassards pour vos avant-bras, des sabatons pour envelopper vos pieds, des articulations, des segments rivetés, chaque ajout conçu pour protéger sans pincer, bien qu'ils réussissent presque toujours à faire les deux. Finalement, vous êtes enveloppé de métal de la tête aux pieds, et c'est moins comme porter des vêtements, et plus comme être plié dans une sculpture ambulante de Saint-Georges. Le casque est le pire, il étouffe votre ouïe, rétrécit votre vision, et s'embue avec votre propre respiration. En bataille, il protège votre crâne. Hors de la bataille, il sert principalement à vous donner un mal de tête lancinant. Certains casques ont des visières que vous pouvez lever, ce qui aide à respirer et à cracher, bien que cela rende aussi votre visage une cible plus facile. Les compromis sont partout dans l'armure. La mobilité, étonnamment, n'est pas impossible. Vous pouvez courir, vous accroupir, monter à cheval, même rouler si vous êtes bien entraîné. Mais tout demande un effort. Vous n'êtes pas agile, vous êtes délibéré, et vous apprenez rapidement à conserver le mouvement comme un homme comptant ses dernières pièces. Après tout, si votre adversaire ne porte rien de plus lourd que du cuir bouilli, il esquivera pendant que vous ressemblerez à une sculpture mobile de Saint-Georges. Puis, il y a l'entretien. Chaque pièce doit être nettoyée, huilée, inspectée. Un seul rivet rouillé peut bloquer une articulation. Une plaque de poitrine cabossée peut céder sous un deuxième coup. Votre écuyer devient apprenti forgeron du jour au lendemain, frottant et martelant tard dans la nuit. S'il oublie une sangle ou ne fixe pas correctement votre cuirasse, vous le remarquerez douloureusement et immédiatement. Et n'oublions pas les armes. Votre épée est votre compagne constante, mais pas votre seule. Ce n'est pas la fine rapière de l'imagination moderne, mais une lame large et lourde, faite pour trancher, pas pour escrimer. Son tranchant est maintenu aiguisé, mais pas fin comme un rasoir, mieux pour survivre à l'impact. Vous la portez à votre côté,
mais ne la dégainez que lorsque c'est nécessaire. L'épée est à la fois symbole et outil, et dans votre main, elle devient une extension de votre volonté. Puis, il y a la lance. Un chevalier sans lance est comme un poisson sans branchies, inutile en bataille ouverte. La lance n'est pas délicate, c'est un pieu aiguisé d'environ 3 mètres de long, fait pour être calé sous votre bras et propulsé comme un bélier contre celui qui a le malheur d'être de l'autre côté du champ. À cheval, elle transforme votre élan en force mortelle, mais elle est aussi maladroite, facile à manquer, et une fois cassée, elle est surtout bonne pour attiser les feux de camp. La masse est une compagne brutale, courte, trapue et sans pointe, sans finesse, sans élégance, juste un morceau de fer sur un bâton, conçu pour enfoncer les casques et briser les côtes, utile lorsque l'armure de votre ennemi rit des lames. Quand la subtilité échoue, la masse fait son point avec une clarté sauvage. Les haches sont similaires, moins courantes chez les chevaliers, plus typiques des mercenaires ou de ceux d'origine nordique. Mais au combat rapproché, une hache peut accrocher un bouclier, fendre un casque ou traîner un homme de son cheval. Ce n'est pas considéré comme chevaleresque, mais ni la guerre. Pour être juste, les boucliers servent à des rôles offensifs et défensifs. Vous en portez un, généralement en forme de cerf-volant ou de style chauffe-plat, accroché dans votre dos ou attaché à votre avant-bras. Il arbore vos armoiries, une éclaboussure brillante de symbolisme au milieu de la boue et de la fumée. Vous apprenez à frapper avec, à dévier, à absorber la force. Un bon bouclier peut sauver votre vie, un mauvais peut devenir votre couvercle de cercueil. Les armes de siège sont une bête différente. Catapultes, trébuchets et béliers maniés par des ingénieurs et des soldats de rang inférieur. Vous les observez plus que vous ne les opérez, à moins que vous ne soyez particulièrement malchanceux, mais vous apprendrez à les craindre. Aucune armure ne peut vous sauver d'un rocher. Quand la bataille arrive, votre équipement est à la fois sauveur et prison. Dans la charge, vous chevauchez avec la lance calée, le bouclier levé, la visière baissée. Votre monde devient un tunnel de bruit et de flou. L'impact est soudain et absolu. Vous frappez ou êtes frappé. Vous tombez ou non. Et si vous tombez, cela dépend de quelqu'un d'autre. Peut-être votre écuyer, pour vous traîner avant que le piétinement ne commence. Après la charge, si vous êtes encore debout, vient le combat rapproché, épée dégainée. Vous vous engagez homme à homme. Ce n'est pas gracieux, c'est un désordre de grognements, de sang et d'acier tintant. Vous balancez, vous bloquez, vous priez. Vous visez non pas les héroïsmes, mais les articulations, aisselles, derrière les genoux, fente de visière, les points faibles. Chaque chevalier en a. Et si vous ne trouvez pas les leurs, ils trouveront les vôtres. Dans la suite, en supposant que vous surviviez, vous apprenez le rôle moins connu d'un chevalier, réparateur. Vous enlevez votre armure pièce par pièce, chaque bosse et éraflure racontant sa propre petite histoire. Si un rivet s'est cassé ou une sangle s'est déchirée, c'est noté, enregistré et réparé. Votre épée est nettoyée, inspectée, réhuilée. Toute arme émoussée doit être aiguisée. Vous ne dormez pas jusqu'à ce que votre équipement soit prêt à nouveau. Car la prochaine fois, cela pourrait signifier votre vie. Vous commencez à apprécier les subtiles différences entre le bon acier et le mauvais. Vous apprenez les noms des forgerons, l'équilibre d'une épée, le poids d'un bouclier, la ligne où un casque doit reposer contre votre front. Tout devient une seconde nature. Vous devenez exigeant sur les détails qui semblaient autrefois triviaux. Le type de cuir utilisé dans vos gantelets, la distribution du poids d'une nouvelle hache, la manière dont une visière se ferme. Certains chevaliers personnalisent leur équipement avec style. Pommeau gravé, armoiries gravées sur les cuirasses, incrustations dorées.
Vous pouvez faire de même si la monnaie et la vanité le permettent. Mais sous l'ornement réside la même réalité brutale. L'armure n'est pas un costume, c'est la prévention du cercueil. Il y a des inconvénients, bien sûr. L'armure est chère, votre part du butin de guerre, ou des tournois disparaît souvent, en réparations et remplacements. Et puis, il y a la question de la chaleur. L'été dans une armure complète de plaques, c'est comme marcher à l'intérieur d'une forge. Surtout, au soleil de midi, vous transpirez des seaux, vous vous évanouissez si vous n'y prenez pas garde, et attirez les mouches avec toute la grâce d'un rôti ambulant. Malgré tout, vous en venez à faire confiance à votre équipement, comme une seconde peau. Vous l'avez testé sous le feu des flèches. Vous avez senti l'impact d'un coup de masse résonner dans vos côtes et su que l'armure a fait son travail. Elle protège, oui, mais elle transforme aussi. Vous marchez plus haut dedans. Les gens s'écartent quand ils vous voient arriver. Les enfants pointent du doigt, les roturiers s'inclinent. Et pourtant, vous savez cela, l'acier ne vous rend pas invincible. Il ne fait que retarder l'inévitable. Vous pouvez bien vous battre, vous préparer complètement, porter la tenue forgée, la plus fine de la chrétienté, et pourtant tomber sous un coup de lance chanceux ou une flèche bien placée. Les outils d'un chevalier sont achetés avec le temps, pas avec la certitude. Quand vous enlevez votre équipement la nuit, vous le faites lentement, avec révérence. Chaque sangle défaite, chaque pièce retirée, vous laisse plus petit, plus léger, vulnérable. Sous tout cela, vous n'êtes encore que de la chair, meurtrie, raide et douloureuse. Et c'est dans ces moments silencieux, avec votre épée sur vos genoux et votre armure refroidissant sur le support, que vous comprenez vraiment ce que signifie être un chevalier. Vous n'êtes pas fait d'acier, vous le portez juste bien. Et ainsi, chaque jour commence par le rituel familier. Lever, attacher, ajuster, vérifier. Votre écuyer serre les boucles et vous tend vos gantelets, ses yeux scrutant l'usure, la faiblesse. Vous hochez silencieusement la tête et entrez à nouveau dans la coquille de votre profession. Parce que peu importe à quel point vous êtes fatigué ou combien de cicatrices marquent vos côtes, vous êtes encore nécessaire, encore obligé de chevaucher, de lever votre bouclier, de vous placer entre le danger et ceux qui ne le peuvent pas. C'est la vie que vous avez construite, plaque par plaque, lame par lame. C'est le poids que vous avez choisi de porter. Et vous le portez bien. On vous a dit qu'il y avait un code, un credo noble et brillant pour vivre. Chevalerie, l'appelait-on. Le mot même brillait de promesse. Comme une armure polie à la lumière du matin, il était censé définir ce qu'était d'être un chevalier. Bravoure, courtoisie, honneur, protection des faibles, révérence pour l'Église. Un idéal élevé, écrit en scripts élégants, et loué du haut de la chair, et par le poète. Et puis, vous êtes parti pour votre première bataille, avez vu un homme, en plein éclat héraldique, piétiner un soldat en retraite, et avez réalisé que le code est plus une suggestion. La chevalerie, en théorie, est un code de conduite, une boussole morale pour ceux qui portent des épées enracinées dans les valeurs chrétiennes et la loyauté féodale. Elle a commencé comme un moyen de tempérer la violence avec la vertu. L'Église, toujours anxieuse face aux ravages causés par les chevaliers idolâtres, a pris soin de vous transformer d'une lame à louer en un défenseur sacré. Vous ne deviez pas simplement vous battre, mais vous battre correctement. En pratique, cependant, la chevalerie est comme une tapisserie, grandiose à distance, mais qui s'effiloche de près. Les principes officiels varient selon le chroniqueur ou le clerc que vous interrogez, mais certains thèmes restent constants. Protéger les innocents, défendre l'Église, servir votre Seigneur avec loyauté, montrer de la miséricorde aux ennemis qui se rendent, être honnête, éviter les guerres injustes et honorer les femmes, particulièrement celles de naissance noble. Une belle liste, admirable même, et aussi inconvenante.
parce que dans la chaleur de la bataille, personne ne s'arrête pour réciter ses vertus. Vous balancez, vous survivez. Vous suivez les ordres, même s'ils impliquent d'incendier un village, soupçonné de déloyauté. Vous faites des prisonniers, oui, mais surtout parce qu'ils valent rançon. La miséricorde a une valeur marchande. Quant à l'honnêteté, elle est encouragée, à moins que la tromperie ne serve mieux votre Seigneur. Un chevalier peut être honorable dans l'abstrait, mais devient remarquablement flexible quand la terre ou l'héritage sont en jeu. Beaucoup de mensonges ont été enveloppés dans un langage noble et livrés à cheval avec une grande conviction. Protéger les faibles sonne bien dans les chansons, mais sur le terrain, les faibles sont souvent des dommages collatéraux. Si votre Seigneur exige qu'une révolte paysanne soit écrasée, vous chevauchez. Si une caravane de roturiers se trouve entre vous et l'approvisionnement en grains de l'ennemi, vous ne contournez pas, vous passez dessus. Les pauvres admirent les chevaliers de loin, car ils sont rarement mieux lotis quand l'un d'eux passe. Puis il y a la question des femmes. Les chansons parlent d'amour courtois, d'hommes galants, souffrant en tourments poétiques pour des dames nobles inaccessibles. En vérité, votre relation avec les femmes est définie plus par la loi de propriété que par la poésie. Le mariage est politique. Le romantisme, quand il existe, est fugace. Et la protection que vous offrez dépend fortement de la classe. Une femme noble peut être vénérée, une blanchisseuse, moins. Cela ne veut pas dire que les chevaliers sont uniformément déshonorables. Beaucoup s'efforcent de vivre selon le code. Ils prient, ils donnent la dîme, ils évitent la cruauté inutile. Mais le monde que vous habitez récompense rarement la retenue. Un chevalier qui hésite à attaquer peut ne pas vivre pour offrir la miséricorde. Un homme qui parle la vérité avec trop de franchise peut se retrouver sans terre ou sans tête. Les tournois, curieusement, sont où la chevalerie brille le plus. Dans ces spectacles mis en scène, les règles sont rigides, l'honneur est réel. Vous saluez votre adversaire, vous montrez de la retenue, vous perdez avec grâce. C'est du théâtre. Oui, mais c'est du théâtre où les acteurs croient au script. Et pendant un moment, le code devient réalité, même brièvement. Il y a des manuels, des guides, écrits réels, qui établissent la conduite nocturne en détails fleuris. Un peut vous conseiller de ne pas attaquer un adversaire qui a perdu son casque. Un autre peut dire que si une dame laisse tomber son gant, vous devez le récupérer sans le piétiner ou regarder trop longtemps ses chevilles. L'Église écrit ses propres règles, plus axées sur la piété. Assistez à la messe, confessez vos péchés, évitez la gourmandise. Et par-dessus tout, n'oubliez jamais qui a sanctionné votre droit de tuer. Ces manuels sont lus à voix haute dans les cours et les salles d'entraînement. Certains écuyers les mémorisent, d'autres hochent poliment la tête et retournent aux entraînements d'épée. En vérité, le code est interprété différemment dans chaque maison. Certains seigneurs mettent l'accent sur la loyauté, d'autres exigent la férocité. Certains prennent la chevalerie si au sérieux qu'ils déshéritent des fils pour avoir montré de la lâcheté. D'autres arment des garçons qui n'ont pas vu un jour de bataille simplement pour la bonne alliance matrimoniale. Ce que vous apprenez avec le temps, c'est que la chevalerie n'est pas une épée à manier, c'est un miroir. Certains le polissent quotidiennement, d'autres le brisent par commodité. Vous-même essayez de suivre l'esprit, sinon la lettre. Vous aidez votre écuyer quand personne ne regarde. Vous épargnez un ennemi qui s'est rendu. Bien que vos camarades se moquent, vous retournez à cheval vers un hameau en flammes pour escorter une paysanne boiteuse, parce que son enfant agrippe votre jambe et dit « S'il vous plaît, ces moments restent avec vous plus que la plupart des victoires. Ils coûtent peu, ils ressemblent à quelque chose d'ancien, de sacré. Et pourtant, aucun barde ne chantera jamais à leur sujet. La chevalerie, vous le découvrez, n'est pas à propos de grands gestes,
C'est à propos de petites décisions prises quand personne ne regarde. C'est à propos d'être décent dans une profession construite autour de la destruction. C'est à propos de savoir que vous êtes une arme et de choisir, parfois, de ne pas frapper. Pourtant, la tension ne disparaît jamais. Vous vous agenouillez devant un évêque un jour et torturez une grange le lendemain. Vous caressez un camarade blessé, puis piétinez un soldat à pied qui se trouve par hasard sur votre chemin. Vous écrivez votre nom sous un engagement d'honneur et de retenue, puis signez des ordres qui envoient des hommes affamés à la mort. Vous commencez à comprendre que le code de chevalerie est moins un bouclier et plus une boussole. Il ne vous empêche pas de vous perdre. Il vous donne juste quelque chose à vérifier quand le brouillard s'installe. Certains jours, c'est suffisant. Dans les heures les plus silencieuses, vous réfléchissez aux contradictions. Les chansons que vous avez mémorisées parlent de chevaliers qui ont tué des bêtes et sauvé des vierges. Votre vie, cependant, consiste en disputes fiscales, marches sanglantes et genoux douloureux. On vous a promis la gloire, on vous a livré la logistique, et pourtant, vous ne le regrettez pas entièrement, car parfois le code vous aide à vous rappeler qui vous étiez censé être avant que le monde ne vous attrape. Vous connaissez des chevaliers qui abusent que du code, qui l'instrumentalisent. Ils citent les Écritures tout en pillant. Ils prêchent l'honneur et pratiquent la terreur. Vous apprenez à les reconnaître par leurs armoiries polies et leurs yeux vides, et vous apprenez à vous écarter, ou, quand on vous en donne la rare chance, à vous mettre en travers de leur chemin. Vous n'êtes pas parfait, vous avez brisé le code, vous avez attaqué des hommes qui s'étaient rendus, vous avez pris des butins qui n'étaient pas à vous, vous êtes resté silencieux quand vous auriez dû parler, mais vous vous souvenez des visages de ceux qui ont essayé. Le chevalier qui a tenu une porte pour qu'un village puisse fuir, celui qui a refusé de brûler un monastère, même sous la menace d'exil, celui qui est mort à genoux, pas en signe de reddition, mais en prière. Et ainsi, à votre manière, vous continuez d'essayer. Vous portez le code, non pas dans les Écritures, mais dans les habitudes. Vous le prenez comme votre épée chaque matin, sachant qu'il peut vous échapper d'ici la tombée de la nuit, mais en l'atteignant quand même, car sans lui, vous n'êtes qu'un assassin, et avec lui, peut-être, juste peut-être, vous êtes quelque chose de plus. C'est cela, la chevalerie, pas ce que les ménestrels chantent, pas ce que les prêtres prêchent, mais ce que vous essayez de pratiquer dans un monde qui vous donne toutes les raisons de ne pas le faire. Et ainsi vous chevauchez, toujours lié à votre serment. Vous défendez votre Seigneur, combattez ses ennemis, enterrez ses morts, mais vous nourrissez aussi votre écuyer. Quand le garde-manger est vide, vous parlez gentiment à la vieille femme du village, qui se souvient de quand vous étiez un garçon. Vous rendez un gant tombé, même quand personne ne regarde. Vous êtes un chevalier, et vous vous souvenez du code, non pas parce qu'il vous rend plus fort, mais parce qu'il vous rappelle à quoi sert la force. Un jour, des années à partir de maintenant, un garçon vous demandera ce que signifie être chevaleresque. Vous ne réciterez pas les Écritures, ou ne pointerez pas les armoiries. Vous lui remettrez votre épée, et lui demanderez de la tenir fermement. Et puis vous lui demanderez s'il peut la porter sans jamais la laisser tomber sur la mauvaise âme. Cela, direz-vous, est un bon point de départ, car au bout du compte, la chevalerie n'est pas à propos de pureté, c'est à propos de persistance, à propos d'échouer, et de se relever à nouveau, et de choisir, même silencieusement, de ne pas devenir la chose même que vous avez juré de combattre. Et avec chaque choix, vous dégainez votre épée un peu plus droit. Vous vous êtes entraîné pendant des années, avez porté des épées avant même de les balancer, avez vu des hommes mourir avant d'avoir le droit de charger, et avez poli votre propre armure, si souvent que vous pouvez encore sentir l'odeur du vinaigre et de l'huile dans votre sommeil. Mais rien de tout cela
ne vous prépare vraiment à ceci. Le moment où la trompette sonne, votre cheval bouge sous vous, et le sol devant vous se remplit de corps et d'étendards de votre ennemi. Le champ de bataille n'est pas une scène, ce n'est pas une arène d'honneur ou un échiquier de stratégie. C'est une chose pulsante, gémissante, de boue, de sang et de métal enveloppé dans le chaos. Vous pouvez réciter les noms des vieux sérails, les codes de chevalerie, les règles d'engagement murmurées par les évêques dans des chapelles éclairées à la bougie. Là-bas, rien de tout cela n'a d'importance. Marcher vers la guerre commence bien avant le combat. Vous chevauchez pendant des jours, des semaines, à travers la pluie, le sommeil et le soleil. L'air empire à mesure que l'armée grossit. La chaleur corporelle, le fumier et les rations pourries se mélangent en quelque chose de fétide, assez pour retourner même l'estomac le plus robuste. Les pieds forment des ampoules, les tempéraments s'échauffent, vos compagnons passent de la camaraderie au murmure et au silence. Les hommes commencent à sentir comme leurs chevaux. Vous aussi. La vie au camp est brève et misérable. Les tentes flottent au vent comme des drapeaux mouillés. Les feux fument plus qu'ils ne chauffent. Vous mangez ce qui reste. Viande salée, pain dur, pois sec. Parfois, vous avez de la chance. Plus souvent, non. L'eau propre est rare. Et quand elle ne l'est pas, vous vous inquiétez de ce qui flotte dedans. L'armure est froide le matin, brûlante à midi. Vous dormez avec les bottes aux pieds et l'épée à portée de main. Et puis, un matin, vous atteignez une crête et les voyez. Une armée disposée sur le champ, leurs propres étendards claquant, leurs chevaliers étincelant au soleil levant. C'est ça. Votre commandant donne des ordres, criés et retransmis. Tout le monde hoche la tête, peut les entendre vraiment. Votre estomac se serre. Vous vérifiez la sangle de votre cheval. Vous dites une prière ou faites semblant. Vous vous demandez combien mourront avant le coucher du soleil. Puis ça commence. La charge n'est pas gracieuse. C'est du tonnerre. Les sabots déchirent le sol. Les lances s'abaissent. Et chaque battement de cœur compte jusqu'à l'impact. Vous visez votre arme et espérez que l'homme en face de vous est légèrement plus lent, légèrement plus effrayé. Le choc est bouleversant. Vous pouvez toucher, vous pouvez manquer, vous pouvez être touché, vous pouvez tomber. Et si vous tombez, priez pour pouvoir vous relever avant que la prochaine vague ne vous piétine. Le bruit est implacable. Cris, hurlements, acier tintant, chevaux hennissants, hommes implorants. Il n'y a pas de rythme, seulement de la violence. Vous vous battez par flash. Une lame balance près de votre tête. Vous vous baissez. Un homme avance. Votre épée bloque sans réfléchir. Une hache frappe votre bouclier. Vous sentez le choc dans vos dents. Vous ne pensez pas en termes d'héroïsme. Vous pensez en termes de centimètres. Chaque pas en avant pourrait être votre dernier. Chaque moment où vous restez debout est un petit miracle. Et tout le temps, la boue colle à vos bottes. Le sang glisse sur votre poignet. Et l'air a un goût de fer et de cendre. Il n'y a pas de victoire propre. Même si vous survivez, vous avez probablement tué quelqu'un face à face, regardé dans ses yeux, vu sa peur, senti son dernier souffle sur votre visage. Personne ne vous apprend à vivre avec cela. Parfois, vous perdez l'équilibre. Un coup vous fait tomber. Votre visière se détache. Et soudain, le monde au-dessus de vous est un flou de sabots et de lames. Vous vous débattez, rampez, vous poussez pour vous relever. Si votre armure se coince dans la boue, vous êtes une tortue sur le dos. Si votre écuyer vous trouve à temps, il peut vous tirer de là. Sinon, eh bien, il y a des façons pires de mourir que d'être oublié. Vous apercevez d'autres personnes, chevaliers désarçonnés, paysans empalés, étendards tombants. Vous reconnaissez des visages, des amis, des camarades. Ils sont partis en un instant, remplacés par une autre épée qui balance. Il n'y a pas de temps pour le deuil, seulement du temps pour respirer et balancer à nouveau. Parfois, le combat rapproché s'effondre en confusion.
Les ordres deviennent sans signification. Les lignes se dissolvent. Vous vous retrouvez à côté d'hommes que vous ne reconnaissez pas, des ennemis confondus avec des alliés, et vice-versa. Dans ces moments, le champ de bataille devient sa forme la plus vraie. Pas un choc de nations ou d'idéologie, mais une tempête de survie. Si vous vivez, cela se termine, non pas avec des trompettes, mais avec de l'épuisement. Vos bras vous font mal, vos oreilles bourdonnent, votre cheval, s'il est encore en vie, est en sueur et tremblant. Vous titubez de retour au camp. Enlevez votre armure avec des mains tremblantes et regardez vos gants ensanglantés. Vous espérez que ce n'est pas votre propre sang. Vous n'en êtes pas sûr. Plus tard, vous parcourez le champ. Les corbeaux se rassemblent déjà. Des hommes gémissent, là où ils sont allongés, trop blessés pour bouger. Vous essayez d'aider, mais il y en a trop. Certains, vous les laissez avec de l'eau. Certains avec une prière murmurée. Certains, vous les finissez parce que c'est plus gentil. Vos bottes s'imprègnent de sang. Vous arrêtez de remarquer l'odeur. Les pillards sont déjà au travail, enlevant des bagues, des bourses, des bottes, parfois même des dents des morts. C'est déshonorant, oui, mais aussi pratique. La guerre est chère, et l'épée d'un chevalier tombé peut payer le grain d'hiver de quelqu'un. Vous détournez le regard, vous ne les arrêtez pas. Vous trouvez vos camarades, ceux qui ont réussi. Vous asseyez avec eux, à côté d'un feu mourant. Chacun de vous silencieux. Certains nettoient des blessures, d'autres regardent juste. Personne ne se vante, personne ne boit. Vous savez tous mieux, ceux qui rient après la bataille ont tendance à pleurer quand la fièvre apparaît. Il n'y a pas de célébration, il n'y a que le décompte. Combien ont été perdus? Combien d'étendards capturés? Combien de chevaux doivent être remplacés? Combien d'écuyers ne sont pas revenus? Dans les semaines qui suivent, l'histoire est nettoyée. Les ménestrels composent des ballades de charges nobles et de défenses glorieuses. Le Seigneur fait un discours. Les prêtres déclarent une victoire juste. Vous êtes promenés dans les rues à votre retour. Des fleurs sont jetées. Les enfants applaudissent. Vous agitez la main, souriez, hochez la tête, mais vous vous souvenez de l'odeur du champ, du regard dans les yeux, de l'homme que vous avez transpercé, des cris de votre ami pendant qu'il saignait à côté d'un bouclier brisé. Vous n'oubliez pas, c'est le champ de bataille brutal, pas le champ de bataille de la légende, avec des armures étincelantes et des joyaux valeureux, mais le vrai, boueux, terrifiant, bruyant, confus, un endroit où l'honneur est un luxe. La miséricorde est rare et la survie est une compétence. Vous n'êtes plus simplement un chevalier, vous êtes un soldat, un vétéran. Et bien que vous continuiez à chevaucher, à polir votre armure, à entraîner votre écuyer, une partie de vous sera toujours là, sur ce champ sans nom, sous ce ciel gris, des épées glissantes de sang et la respiration embuant votre visière. Cette partie de vous ne partira jamais vraiment. Vous essayez de ne pas en parler. Ce qui s'est vraiment passé, quand les nouveaux écuyers demandent, vous leur donnez des leçons de forme, de posture, de stratégie. Vous ne décrivez pas les sons, vous ne mentionnez pas les mains tremblantes, non pas parce que vous avez honte, mais parce que les mots ne peuvent pas donner un sens à cela, et parce qu'une partie de vous a peur qu'ils le veuillent encore. Mais vous les préparez quand même. Vous les entraînez à garder leur bouclier levé, même quand ils sont fatigués, à surveiller leurs pieds, à vérifier les sangles de leur grève 2 fois, pas une. Ces petits détails sauvent des vies. Vous savez, vous avez vu le coup quand ils sont oubliés. Avec le temps, vos propres cicatrices disparaissent, à la surface du moins. En dessous, elles restent, non pas comme des blessures, mais comme des souvenirs. Vous vous souvenez du poids du chevalier tombé que vous avez traîné d'un fossé piétiné. Vous vous souvenez du silence haletant juste avant la charge. Vous vous souvenez de l'aspect du champ après, toujours brisé, faux. Et pourtant, vous chevauchez, parce que quelqu'un doit le faire, parce que la guerre ne se termine jamais vraiment. Elle ne fait que dormir entre les batailles.
Vous ne cherchez plus la gloire, vous cherchez la clarté, vous cherchez la survie, et vous essayez, de la manière que vous pouvez, de vous assurer que les hommes, à vos côtés, rentrent chez eux. C'est ce que signifie se battre, pas pour les étendards, pas pour les poèmes, mais pour l'homme à votre gauche et celui à votre droite, pour l'écuyer qui croit encore aux chansons, pour la prière que vous murmurez, même quand vous n'y croyez pas. Vous avez été façonné par l'acier, mais forgé sur le champ. C'est le champ de bataille brutal, et vous l'avez survécu, et en survivant, vous avez appris le coût de chaque centimètre de sol, mesuré non pas en pas, mais en vie. Vous survivez à votre première bataille, puis à une autre. Et bien que la guerre ne se termine jamais vraiment, elle se tait. Les armées se dispersent, les épées sont remisées, les étendards sont abaissés. Pendant un temps, il y a la paix. Mais un chevalier sans guerre est une arme laissée inutilisée, et les armes inutilisées ont tendance à rouiller. Alors, vous vous tournez vers la prochaine meilleure chose. Le tournoi. Pas une bagarre, pas un massacre, bien qu'il puisse s'en approcher, mais une bataille, mise en scène habillée d'héraldique, de pompe et de profit. Là où la guerre est chaos, un tournoi est chorégraphie. Là où la bataille fait des légendes, le tournoi fait des célébrités. Cela commence par une invitation. Si votre nom porte un certain poids, ou la monnaie de votre seigneur en porte assez, vous êtes convoqué à un champ de liste près d'une ville animée, où les étendards flottent aussi haut que les frais d'entrée. Vous arrivez avec votre écuyer, à vos côtés, votre armure polie, jusqu'à presque aveuglée, votre cheval brossé et emplumé comme les cheveux d'une mariée. Le terrain est préparé des jours à l'avance. Des gradins en bois s'élèvent de l'herbe, des marchands installent des stands, vendant des tartes à la viande et des jetons de paris. Des ménestrels répètent des chansons qu'ils espèrent vendre avant que les joutes ne commencent. Des enfants courent entre les tentes en criant les noms de leurs chevaliers préférés. Le vôtre peut être parmi eux, si votre dernière performance a été suffisamment sanglante. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un passe-temps doux. Un tournoi est aussi dangereux que n'importe quel champ de bataille, seulement mieux éclairé et plus poliment annoncé. Il y a deux événements principaux, le combat et la joute. Le combat est une grande bataille simulée. Des dizaines de chevaliers, à pied ou à cheval, se chargeant les uns contre les autres, sur un champ ouvert. On dit qu'il imite le combat réel, bien qu'il obéisse rarement aux règles du combat réel. Le but est de désarmer, désarçonner ou assommer vos adversaires jusqu'à la soumission, de préférence sans les tuer, pas par miséricorde, mais parce que les cadavres ne paient pas de rançon. Vous entrez sur le champ avec votre équipe, bouclier orné de vos armoiries, cœur battant derrière votre cuirasse. Des corps sonnent, la foule applaudit. Vous baissez votre visière et plongez. Le combat est assez réel. Les lames sont émoussées, oui, mais pas inoffensives. Les os se cassent, les dents se perdent. La fierté est toujours en jeu. Vous attaquez, êtes attaqué. Tombez, vous relevez. Quelque part dans la confusion, votre nom est crié, soit en triomphe, soit en inquiétude. Parfois les deux. Le combat se termine quand seuls quelques-uns restent debout ou quand les juges décident qu'il est devenu trop indigne. Vous quittez le champ en boitant, exalté, épuisé ou parfois inconscient. Si vous vous en sortez bien, votre réputation grandit. Si vous vous en sortez mal, vous faites semblant de ne pas vous en soucier tout en vérifiant discrètement les bleus. Puis vient la joute, le joyau du tournoi. Un chevalier, une lance, un passage. La barrière sépare vous de votre adversaire. Et vous chargez tous les deux à cheval, essayant d'éclater votre lance sur le bouclier, le casque ou la poitrine de l'autre. Des points sont attribués, les casques sont cabossés. Parfois, les côtes sont cassées. Plus d'un chevalier est mort sous les applaudissements de la foule. Il y a du spectacle là-dedans, assez de cérémonie
pour rivaliser avec un mariage. Votre nom est annoncé. Des trompettes sonnent. Une dame attache un ruban à votre lance. Vous vous inclinez vers les gradins, saluez votre adversaire et prenez votre place à l'extrémité de la lice. Puis le drapeau tombe et toute cette pompe disparaît sous le martèlement des sabots et le rétrécissement de votre monde à la pointe de votre lance et à la cible en face. Quand vous touchez proprement, le claquement de l'impact résonne comme le tonnerre. Des éclats explosent. La foule applaudit. Si vous êtes désarçonné, vous heurtez le sol durement et restez là assez longtemps pour vous rappeler que la boue n'a pas de chevalerie. La victoire apporte des pièces et, plus important, de l'attention. Les seigneurs observent des gradins, cherchant du talent, du potentiel ou de la renommée mariable. Si vous impressionnez la bonne personne, vos fortunes peuvent changer du jour au lendemain. Si vous vous faites un nom, vous pouvez vous retrouver invité à des circuits plus grands, des tournois à Paris, Londres ou Rome, ou du moins, les histoires le disent. Mais toutes les joutes ne sont pas égales. Certaines sont amicales, honorables et soigneusement jugées. D'autres sont plus sanglantes, plus corrompues. Il y a des histoires murmurées de chevaliers soudoyant des maréchaux, sabotant des armures ou échangeant des lances contre des pointes non émoussées. Et chaque tournoi a sa part de rancune, de rivalité rallumée, d'insultes répondues par l'acier. Puis, il y a les blessures. Épaules déboîtées, poignets cassés, commotion cérébrale. Vous apprenez rapidement à ne pas enlever votre casque jusqu'à être sûr que vos oreilles fonctionnent encore. Même les spectateurs ne sont pas toujours en sécurité. Une lance éclatée a déjà volé dans les gradins et arraché l'œil d'un marchand. Il vient encore regarder chaque année de l'autre côté. Hors de l'arène, le tournoi est une foire. Les commerçants vendent de tout, des reliques aux châtaignes grillées, des scribes vendent des poèmes composés sur le moment, des apprentis se battent avec des bâtons dans la boue, tout en imitant votre nom. La nuit, des feux de joie crépitent, la bière coule à flot, et des ménestrels chantent des chansons qui exagèrent chaque coup porté et chaque faveur gagnée. Si vous avez gagné quelques bleus, vous pouvez au moins gagner quelques verres. Les nobles offrent des banquets. Vous y assistez, propre et vêtu d'un pourpoint qui vous va comme une punition. Vous vous inclinez, buvez, supportez les conversations. Une dame peut vous demander votre technique, bien que son intérêt ait peut-être moins à voir avec les lances et plus avec l'héritage ou le scandale, ou les deux. Les tournois sont aussi un lieu de politique. Des alliances sont nouées, des rivalités s'enflamment, et les seigneurs font des paris silencieux derrière leur coupe. Une victoire sur le champ peut mener à un contrat, une vassalité ou un engagement soudain. Une défaite, en revanche, peut être rappelée longtemps après que vos côtes ont guéri. Malgré tout leur éclat, les tournois sont chers. Frais d'entrée, réparation d'armure, soins du cheval, tentes et pots de vin. Tout cela s'additionne. Une campagne mal gérée peut vous laisser plus pauvre que lorsque vous êtes arrivé. Certains chevaliers contractent des emprunts, certains vendent des terres, certains se tournent vers des méthodes moins honnêtes. Paris, extorsion, voire trucage de match. Pourtant, vous revenez toujours, car il y a une excitation là-dedans, un pouls que rien d'autre ne correspond, parce que la foule se souvient de votre nom, parce qu'une bonne victoire en tournoi peut faire ce que 5 ans de patrouille frontalière ne peuvent pas. Cela vous élève, cela vous annonce, cela vous rend visible, et dans un monde où le pouvoir repose sur la perception, la visibilité est tout. Vous chevauchez, vous vous battez, vous saignez, vous vous inclinez, et quand vous gagnez, vous souriez avec des lèvres cassées, parce que pendant un bref moment, vous n'êtes pas seulement un serviteur en acier, vous êtes l'événement principal. Vous n'êtes pas en guerre,
mais vous êtes en combat. C'est le circuit des tournois, et vous êtes encore debout. À la fin de la semaine, votre corps est un livre de contes de bleu, d'éraflures et d'indignité. Votre écuyer travaille tard dans la nuit pour restaurer votre équipement. Vous passez la soirée à boire du vin coupé d'eau, en faisant semblant que votre épaule ne vous fait pas mal à chaque respiration. Un œil au beurre noir vous rend intéressant en compagnie au dîner. La boiterie ajoute du caractère. Vous ne parlez pas de la peur. Le battement de cœur juste avant que la lance ne tombe. L'instant où vous vous demandez si le prochain coup sera propre ou final. Vous avalez tout cela. Vous le gardez sous les couches d'acier et de vantardise. Chaque chevalier le fait. La peur est commune. L'admission, non. Si le tournoi vous a été bon, vous partez avec des pièces, une nouvelle faveur attachée à votre selle et des invitations pour le prochain événement. Sinon, vous partez les mains vides et les regrets pleins, en calculant déjà combien de tournois seront nécessaires pour reconstruire ce que vous avez dépensé à poursuivre la gloire. La route du retour est plus silencieuse, moins triomphale. Quelques compagnons chevauchent avec vous, un tousse du sang, un autre tient une main bandée qui ne pourra peut-être plus jamais tenir une lance. Les écuyers bavardent, encore enchantés par le spectacle. Ils ne comprennent pas encore le prix des applaudissements. Et ainsi, blessés mais intacts, vous retournez à votre domaine ou à votre garnison, où les vrais devoirs vous attendent. Mais pendant une semaine, vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un spectacle. Vous êtes une légende. Vous le ferez à nouveau, parce que si la guerre peut forger votre réputation, les tournois vous permettent de l'écrire en or. Et parfois, cela suffit, parce qu'aux yeux de la foule, vous n'êtes pas seulement un chevalier, vous êtes un nom, un étendard, une force en mouvement. Et pendant un bref et brillant moment, tout le monde vous a vu briller. Les trompettes se taisent, les tournois se terminent, le champ de bataille tombe en silence, et vous retournez, non pas pour vous reposer, mais pour quelque chose de plus complexe, la responsabilité, parce que vous n'êtes pas seulement un chevalier, vous êtes aussi un vassal d'un seigneur, propriétaire de terre, un exécuteur de la loi et de l'ordre. Et que votre domaine soit vaste ou petit, il exige autant de vous que n'importe quelle joute ou escarmouche ne l'a jamais fait. Votre domaine, tel qu'il est une mosaïque de toits de chaume, de champs de pâturage et de gens têtus. Il vous a été accordé, souvent en récompense de service, et avec lui est venue une série d'obligations, non pas envers la terre, mais envers ceux qui la travaillent. Ils ne vous connaissent pas comme un guerrier, un cavalier ou un porteur de lance. Ils vous connaissent comme l'homme qui exige du grain, en octobre, envoie des baillis pour régler les querelles, et parfois chevauche à travers le village, juste pour rappeler à tout le monde qui possède quoi. Vos journées commencent, non pas avec des entraînements d'épée, mais avec des livres de comptes. Votre intendant récite des chiffres, des boisseaux récoltés, des impôts perçus, des dettes en suspens. Vous hochez la tête comme si vous compreniez. Bien que la moitié du temps, vous ne compreniez pas. Il y a toujours un déficit. Un cochon a disparu, une récolte a échoué, quelqu'un est mort avec des pièces encore dues. La solution implique invariablement plus de paperasse et moins de cochons. Puis viennent les pétitionnaires. Des paysans se rassemblent dans votre salle pour exposer leurs plaintes. Il a volé mon oie, sa vache a piétiné mon orge. Leur fils a frappé le mien avec un bâton. Vous vous asseyez sous une bannière portant vos armoiries, en écoutant avec la lassitude d'un homme qui a affronté des flèches et les préférerait à cela. La justice doit être rapide, ou du moins bruyante. Vous hochez la tête. Amendez. Envoyez des hommes inspecter les clôtures. Les villageois sortent en traînant les pieds, principalement satisfaits. Vous espérez. Les disputes entre paysans sont une chose. Les disputes entre vos hommes d'armes sont pires. Quand deux serviteurs armés se disputent sur des limites ou du bétail, les épées grincent.
Vous devez intervenir, non pas comme un camarade chevalier, mais comme leur maître, ferme, impartial, un homme d'autorité. C'est quelque chose de délicat. Projeter de la force sans intensifier les tempéraments. Vous y parvenez. La plupart du temps, vous percevez aussi des impôts, du grain, de la laine, des pièces ou des biens en nature. Ils sont comptabilisés, stockés et acheminés vers la chaîne jusqu'à votre seigneur féodal. Une partie, vous la gardez pour payer vos hommes et entretenir votre maison. Certains disparaissent dans les mains des scribes, jamais revus. Vous soupçonnez qu'une fraction alimente la cave de l'évêque ou finance la dernière habitude de broderie de votre seigneur. Mais remettre en question la chaîne de l'économie féodale, c'est comme remettre en question la gravité. Vous hochez la tête, signez et envoyez le chariot à bœufs suivre son chemin. Les inspections suivent. Vous parcourez vos champs, chevauchant lentement entre les rangées d'orge et de lin. Vous parlez au bailli, le surveillant nommé du village, qui vous informe de la pénurie de main-d'œuvre et du mécontentement croissant. Vous faites semblant de ne pas entendre les murmures de la haie sur les loyers, sur les impôts, sur votre nouvelle gaine fine qui a probablement coûté plus qu'une charrue. Vous souriez, offrez un signe de tête et continuez. Le respect est maintenu moins par l'affection que par la distance. Votre salle doit être approvisionnée et gardée, votre garnison entraînée, vos murs entretenus et votre intendant. Rappelez que la grange à grains sent encore bizarre. Vous supervisez le forgeron, le tonnelier, le boulanger. Vous approuvez les réparations de la meule, organisez du bois pour l'hiver et, une fois par mois, offrez un banquet aux locataires pour maintenir l'illusion que tout le monde est joyeux et que la loyauté est mutuelle. Vous arbitrez des mariages, approuvez des contrats d'apprentissage et, occasionnellement, appliquez des punitions. Les voleurs peuvent perdre des doigts, les braconniers peuvent payer en pièces ou en jours de travail. Il y a des potences, mais vous les utilisez rarement. Elles sont plus utiles comme symbole que comme outil. Pourtant, quand c'est nécessaire, vous rappelez au village ce qui arrive quand la loi est ignorée. L'Église est toujours présente. Un prêtre sert votre domaine et vous contribuez à l'entretien de sa chapelle, afin que votre nom n'apparaisse pas dans un sermon. Vous assistez à la messe, confessez des péchés que vous regrettez vaguement et faites des dons qui correspondent commodément à votre dernière transgression. La piété, après tout, est plus facile en pièces qu'en conduite. Même votre maison nécessite une gestion. Vos serviteurs alternent entre loyauté, incompétence et légère insubordination. Le cuisinier est furieux de la qualité de la farine. Le palefrenier jure que la livraison de foin est encore en retard. Une de vos femmes de chambre est scandaleusement amicale avec un chevalier visiteur et vous devez faire semblant de ne pas le remarquer, à moins que cela ne cause un enfant ou pire, une rumeur. Votre écuyer a encore besoin d'entraînement, toujours. Il oublie les sangles de sel, laisse votre épée sans huile pendant la pluie. Une fois, il a poli vos bottes avec du saindoux. Vous le réprimandez, l'entraînez, menacez de l'envoyer au monastère, puis terminez la journée en louant son effort d'un signe de tête. C'est tout ce que le garçon veut vraiment. Votre femme, si vous en avez une, gère sa propre partie du domaine, organisant les cuisines, gérant les serviteurs, tenant les comptes. Elle est aussi tranchante que votre épée et 2 fois plus terrifiante. Quand on la contrarie, elle vous rappelle quand les loyers arrivent à échéance, quand la veuve de votre cousin attend une lettre et que le prêtre vous a surpris en train de somnoler pendant la messe. Encore une fois, vous apprenez à écouter. Vous apprenez aussi à ne jamais suggérer qu'elle organise le prochain banquet sans vous préparer à une discussion de 3 jours sur les nappes. En temps de famine, votre rôle devient celui de juge réticent et de mendiant réticent.
Vous faites appel à votre Seigneur pour obtenir du soulagement, tout en rationnant ce que vous avez. Vous savez que si le peuple meurt de faim, le domaine s'affaiblit. Une paysannerie morte ne cultive pas les champs. Alors vous offrez juste assez pour les garder au travail, et juste assez pour empêcher leur envie de se transformer en rébellion. En temps d'abondance, vous êtes généreux, mais visiblement, du pain distribué à la porte de la chapelle, des pièces jetées pendant les jours de fête, ce n'est pas de la charité, c'est du théâtre. Cela maintient l'ordre. Les paysans vous appellent « Monseigneur », mais vous n'êtes pas sûr que ce soit du respect, du ressentiment ou de la résignation. Probablement les trois, ils s'inclinent profondément, mais vous voyez les éclairs de jugement dans leurs yeux. Vous chevauchez en passant devant eux, lourd dans votre selle, armure étincelante. Vous êtes leur protecteur, vous êtes leur impôt, vous êtes leur juge, et parfois leur bourreau. Occasionnellement, vous hébergez des chevaliers visiteurs ou des nobles mineurs. Ces visites sont à parts égales hospitalité et négociation d'otages. Vous devez paraître riche, mais pas gaspilleur, puissant, mais pas menaçant. Un mot mal choisi sur les impôts du roi pourrait vous marquer comme déloyal. Un pigeon mal cuit pourrait insulter le cousin de votre invité, qui se trouve être un comte. Vous marchez sur la fine ligne de la courtoisie, de la pompe et de la performance. Mais tout n'est pas prudence et gouvernance. Il y a des moments silencieux. Vous chevauchez seul à l'aube, à travers des champs mouillés de rosée, en saluant les bergers qui sont réveillés depuis plus longtemps que vous. Vous vous asseyez près du feu, en hiver, et écoutez votre intendant murmurer des contes pendant que le feu crépite derrière lui. Vous partagez un verre avec votre sergent d'armes. Vous êtes tous les deux assez vieux pour admettre que vos dos vous font plus mal qu'avant. Vous êtes seigneur de votre domaine, mais aussi son captif. Vous ne pouvez pas rester absent longtemps. Des bandits peuvent attaquer. Le grain peut pourrir. Votre cousin peut essayer de presser une revendication. Même un voyage à la cour semble abandonner un enfant pour qu'il se nourrisse seul. Et quand vous revenez, quelque chose est toujours cassé. Une porte, un contrat, une clôture, un nez. Pourtant, il y a de la fierté là-dedans. Pas dans le pouvoir, mais dans la structure. Vous maintenez cet endroit debout. Vous nourrissez une centaine de bouches. Vous résolvez des disputes avant qu'elles ne se transforment en bagarres. Vous vous souvenez des noms. Vous assistez à des baptêmes, des funérailles et des danses de récolte. Vous vous agenouillez à côté des mourants et signez des contrats pour les nouveaux mariés. Vous êtes entrelacés dans le rythme de la terre. Dans son pouls, c'est l'autre vie d'un chevalier. Pas la gloire, pas la carnage, mais la gouvernance. Et bien qu'elle ne soit jamais chantée par les ménestrels ou sculptée dans la pierre, vous connaissez la vérité. La lame d'un chevalier défend son nom, mais son domaine le maintient en vie. Parce qu'au bout du compte, quand l'épée est remisée et que les tambours de guerre se taisent, ce ne sont pas vos victoires qui restent, c'est votre terre, votre peuple et la fragile paix que vous maintenez ensemble, une décision à la fois. Quand les salles tombent en silence, les livres de comptes sont fermés et votre épée est de retour sur son support. Vous êtes laissé avec quelque chose de moins discuté et mal romantisé. Votre vie privée. Vous penseriez qu'après des tournois, des campagnes et des affaires du domaine, vous vous effondreriez chaque nuit dans un sommeil sans rêve. Vous vous tromperiez. Le repos est insaisissable. Le confort est intermittent. La vérité, c'est que le sommeil est un luxe dans le monde d'un chevalier, et un luxe qui doit souvent être négocié. Votre lit n'est pas le paradis de plumes des siècles ultérieurs. C'est un cadre en bois, rembourré de paille ou de laine, recouvert de lin, qui sent légèrement la poussière et la fatigue. Vous le partagez peut-être avec un conjoint, ou seul, ou occasionnellement, avec votre armure étalée, pour sécher à vos côtés, craquant doucement,
pendant que la chaleur quitte le métal. Vous ne dormez pas toute la nuit. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Vous dormez par roulement, interrompu par des prières, des patrouilles et de vieilles blessures qui font plus mal quand le feu brûle bas. Certaines nuits, vous êtes convoqué pour régler une dispute dans les casernes. D'autres fois, vous restez simplement éveillé, revivant une joute qui a mal tourné, ou vous demandant si l'intendant a menti à propos de la grange à grains, encore une fois. Mais tout n'est pas tristesse. Il y a aussi des rires et de la chaleur qui ne vient pas du feu. Votre salle est plus qu'un tribunal. C'est votre foyer, votre théâtre, votre salon. Des ménestrels chantent près du feu. Un barde peut passer et réciter des histoires de guerre lointaines ou de princes amoureux. Vous connaissez les fins, vous les appréciez quand même. La familiarité est son propre confort. Des jeux sont joués, dés, échecs, backgammon. Vous trichez occasionnellement, quand personne ne regarde, ou vous perdez grandement, en blâmant la lumière du feu, la boisson ou l'angle suspect de la table. Vos compagnons gémissent, riant et servent plus de vin. Les banquets, quand ils ont lieu, sont des événements bruyants, pas grandioses comme un banquet royal, mais pleins de bruit et de viande rôtie, de bière renversée sur les joncs au sol et de rires qui résonnent jusqu'aux poutres. Vous vous asseyez à la table principale, mais pas loin de la salle. Vous buvez avec vos hommes, portez un toast à votre écuyer, jetez un os occasionnel au chien sous le banc. Un jongleur peut se produire, ou un bouffon. Ces blagues sont des insultes à peine déguisées sur les clercs locaux ou les nobles visiteurs. Vous riez plus fort que nécessaire, juste pour montrer aux invités que oui, vous pouvez prendre une blague. C'est une paix fragile, maintenue par de la viande de porc rôtie et du pain rassis. Parfois, les soirées sont plus contenues. Un serviteur joue du luth. Votre femme brode, en fredonnant un hymne à moitié oublié. Vous vous assoupissez dans le fauteuil près du feu, seulement pour vous réveiller quand les bûches s'effondrent dans une explosion d'étincelles. Pendant un moment, tout est calme. Votre maison dort tôt. Les serviteurs se lèvent avant le soleil, donc ils disparaissent rapidement. Votre écuyer reste, espérant des éloges ou des conseils, ou juste ne voulant pas retourner au matelas de paille à côté de l'armurerie. Vous l'envoyez gentiment. Il a mérité son repos. Même si vous ne l'avez pas, vous pourriez errer dans le domaine la nuit. De vieilles habitudes d'années en campagne. Vérifier les serrures, épier les ombres, écouter tout ce qui est anormal. Vous ne vous attendez pas à trouver quoi que ce soit, mais parfois, vous avez juste besoin de bouger, de sentir le sol sous vos bottes et de vous rappeler que vous êtes encore ici. Le feu brûle encore et les murs sont encore à vous. Quand les tempêtes approchent, le sommeil devient presque impossible. Le vent hurle à travers les fenêtres fermées, les poutres grincent. Vous vous souvenez des nuits sur le terrain, quand le seul abri était un manteau et le dos d'un cheval. Vous vous rappelez à vous-même que c'est mieux. Vous y croyez presque. La vie privée signifie aussi des pensées privées, et celles-ci sont plus difficiles à gérer que les champs ou les écuyers. Vous vous demandez si la terre est vraiment à vous, ou juste détenue jusqu'à ce qu'un homme plus riche la veuille. Vous pensez au visage des hommes que vous avez tués. Certains vous vous en souvenez, d'autres non. Vous pensez à votre père, et s'il ressentait cette même tension entre devoir et doute. Les meilleures nuits, vous écrivez, ou essayez, grattant des lettres sur du parchemin, enregistrant des dépenses, ou rédigeant des notes rigides et formelles à d'autres propriétaires terriens. Occasionnellement, vous essayez la poésie. C'est terrible, mais votre intendant fait semblant du contraire, et votre femme cache le pire avant que les invités ne puissent pas le trouver. Quand les invités arrivent, votre vie privée disparaît. Tout devient performance. La salle est nettoyée. Le bon vin est apporté. Vous riez de la même blague 2 fois et supportez des histoires sur des faucons qui ont volé plus haut et des chevaux qui ont couru plus vite
que n'importe quel autre dans votre écurie. Vous hochez la tête, félicitez, supportez. Mais quand ils partent, quand les portes sont fermées et que les bottes ont cessé de résonner, vous vous permettez le luxe, le plus rare de tous, le silence. Vous vous asseyez près du feu, la tasse refroidissant dans votre main, et laissez le silence s'étendre. Pas de batailles à planifier, pas d'impôts à percevoir, juste le son du bois crépitant et votre propre respiration dans l'obscurité. Votre corps est une carte de cicatrices. Vous savez quelle épaule craque dans le froid, quelles côtes vous font mal quand il pleut, un doigt cassé d'un tournoi dans le Kent, une cicatrice sur la cuisse d'un affrontement près de la frontière. Ces douleurs sont familières. Vous les saluez comme de vieux camarades. Vous avez appris à ne pas vous plaindre. Tout le monde a mal. L'écuyer demande une fois si vous dormez bien. Vous souriez, lui dites que oui. Parfois, quand le feu brûle bas et que les chiens ne ronflent pas, c'est un mensonge, bien sûr, mais c'est le genre de mensonge que vous dites gentiment. Et il y a des rêves, vifs, étranges, persistants. Parfois, vous êtes de retour à la bataille, atteignant une épée qui n'est pas là. Parfois, vous marchez dans les couloirs de la maison de votre enfance, sauf que les murs s'effondrent et que personne ne prononce votre nom. Une fois, vous avez rêvé de voler au-dessus des champs, des rivières et du domaine lui-même. Vous vous êtes réveillé en souriant, pour la première fois. Pas chaque moment n'est grandiose. La plupart ne le sont pas. Il y a de la boue traînée dans la salle, une planche branlante qui accroche votre botte, un seau renversé, un pain brûlé, une toux dans la nuit qui vous fait vous asseoir et écouter jusqu'à ce qu'elle passe. Ce sont les détails de vivre, ce sont ce qui remplit votre temps entre les épées et l'acier. Les jours de fête, le privé se mêle au public. Il y a de la danse d'une certaine manière. Vous regardez plus que vous ne participez, mais parfois vous êtes tiré dans un cercle, en applaudissant une chanson qui est plus ancienne que l'Église elle-même. Vous marchez avec raideur, riez de votre propre danse, et votre femme rit plus fort. Les serviteurs sourient, même si ce n'est que pour un moment. Vous offrez des cadeaux, du pain, du fromage, parfois des pièces. Les enfants courent les uns derrière les autres dans la cour, pendant que les anciens s'assoient au soleil et font semblant que leurs genoux ne leur font pas mal. Pendant un après-midi, personne n'est taxé, jugé ou convoqué. Vous regardez, non pas comme un seigneur, ni même comme un chevalier, mais comme un homme, juste un homme, silencieusement reconnaissant. Votre chien repose sa tête sur votre botte. Vous grattez derrière ses oreilles et laissez vos épaules s'affaisser. Vous êtes fatigué, mais pas de la manière dont la bataille vous fatigue. C'est une douleur plus profonde, le genre qui vient de porter non seulement des armes, mais des gens, un lieu et un but. Et pourtant, vous le faites, parce qu'il y a un rythme ici, une paix étrange et tenace entre les devoirs. Pas du confort, pas de la facilité, mais quelque chose de plus proche du sens. C'est la vie privée d'un chevalier, et c'est plus difficile à maîtriser que la guerre, parce que bien que les chroniques enregistrent vos batailles et vos étendards, ce sont ces heures plus silencieuses, des chansons à moitié oubliées, des lettres inachevées, le silence d'une salle endormie, qui raconte vraiment l'histoire de qui vous étiez. Vous vous levez à l'aube, les articulations douloureuses, le froid pénétrant plus qu'avant. L'intendant vous salue d'un signe de tête. L'écuyer vous suit, plus silencieux qu'il ne l'était par le passé. Rien ne semble inhabituel au début, jusqu'à ce que vous sortiez et réalisiez que quelque chose a changé. Ce n'est pas dans l'air ou le temps, mais dans le rythme du monde lui-même. Moins de sabots sur la route, moins de mains levées en salut. Les étendards sont encore là, mais pendent plus bas qu'avant. Votre rôle, autrefois essentiel, semble maintenant cérémoniel. Vous chevauchez encore,
portez encore l'armure, entraînez encore les garçons qui montent dans les rangs avec du feu dans les yeux. Mais même eux regardent au-delà de vous maintenant, vers les ingénieurs esquissant des machines étranges, ou les capitaines entraînant des rangées d'hommes avec des pics et de la poudre à canon. L'avenir ne chevauche plus un cheval de guerre. La première fois que vous voyez un mousquet tiré avec colère, cela semble une erreur. Il n'y a pas de noblesse là-dedans, pas de danse, pas de joyaux, juste un bang, un nuage de fumée et un homme à terre. Vous l'observez d'une colline, flanqué de vos hommes, et ne dites rien. Plus tard, vous nettoyez votre épée quand même. Habitude, peut-être, ou défi. Le Seigneur, qui vous convoquait autrefois pour chaque escarmouche à la frontière, envoie maintenant des nouvelles, seulement en hiver. Demande de décompte de grains, de rôles d'impôts, de rapports sur le mouvement des locataires. Les batailles ont encore lieu, mais elles sont dirigées par des hommes avec des cartes, pas avec de la maille. Votre présence est une formalité, votre conseil, une tradition polie. À la cour, les grands chevaliers se rassemblent moins fréquemment. Les vieux noms, ceux que vous avez mémorisés comme écuyers, disparaissent des conversations. Ceux qui restent arrivent plus lentement, leurs armoiries plus fanées. Vous échangez des signes de tête, pas des mots. Personne ne veut dire à voix haute ce que vous savez tous. Votre armure, autrefois polie hebdomadairement, accumule de la poussière entre les utilisations. L'écuyer l'huile encore, plus par révérence que par nécessité. Elle est lourde maintenant, non seulement en poids, mais en mémoire. Chaque bosse rappelle un affrontement, chaque rivet, un jour passé, à vivre une vie qui disparaît maintenant en mythe. Vous la portez encore parfois, pour des cérémonies, pour des défilés. Une fois, un garçon a demandé si elle était réelle. Vous ne corrigez plus quand on l'appelle démodée. La pompe reste, bien qu'elle commence même à se fissurer. Les jours de fête sont plus silencieux. Moins de nobles y assistent. Moins d'arrots appellent les noms avec l'enthousiasme qu'ils avaient. Les chansons louaient encore les jours des chevaliers. Mais toujours au passé. Vous écoutez, hochez la tête, levez une coupe, vous souriez quand ils vous regardent pendant les vers qui commencent par « Au jour de ». En privé, vous marchez sur les terres de votre domaine et observez vos locataires au travail. Ils labourent avec des outils plus nouveaux maintenant. Certains ont des pièces frappées au visage du roi, d'autres portent des papiers, permis, reçus, voire des lettres. À mesure que l'alphabétisation s'infiltre dans le sol, le fils du forgeron veut être scribe. La fille du meunier parle de scolarité. Ce sont de bonnes choses, vous vous le dites, mais elles viennent avec un murmure. Vous n'êtes plus ce que les garçons souhaitent devenir. Vous les entraînez encore, balancez encore l'épée, mais c'est plus difficile maintenant. Votre épaule se raidit dans le froid, votre respiration se raccourcit dans les montées à cheval. La lame semble plus longue, bien qu'elle ne le soit pas. Vous grognez plus en vous levant, et l'écuyer, maintenant adulte, vous regarde de la manière dont vous regardiez votre propre maître, à moitié avec respect, à moitié avec promptitude. Même les batailles auxquelles vous êtes appelés semblent différentes. Vous ne chevauchez plus en avant-garde. On vous demande d'observer, de conseiller. Votre rôle est de sagesse, pas d'action. Et bien que vous appréciez le respect, une partie de vous a encore envie de charger, de sentir le sol trembler sous votre monture. Vous comprenez maintenant, bien sûr, que l'ère du chevalier se termine, pas avec un rugissement, mais avec une série de soupirs. La poudre à canon ne se soucie pas des lignées de sang. Les formations ne se soucient pas de l'honneur. La charge de chevalier, autrefois redoutée et vénérée, est maintenant une cible pour les canons et les coups de mousquet. Vous l'avez vu, vous avez compté les corps. Vous essayez de ne pas en ressentir de rancœur. Après tout, chaque ère doit se terminer. Les Romains pensaient que leur route durerait pour toujours. Les vieux empereurs croyaient que leur nom survivrait à la pierre.
Et maintenant, même les pierres sont réutilisées pour des granges et des chapelles. Le temps use tous les legs en quelque chose de plus utile. Pourtant, il y a de la tristesse, silencieuse, persistante. Vous la ressentez quand votre épée n'attire plus l'admiration, mais la curiosité. Quand votre étendard est reconnu, non pas pour ses victoires, mais pour combien de temps il a flotté. Quand votre cheval de guerre meurt, et que le palefrenier demande si vous le remplacerez par une mule. Plus pratique, dit-il. Vous vous dites que vous avez de la chance, vous avez vécu, vous avez vu le meilleur et le pire de votre ordre, vous avez conquis votre terre, votre nom, votre place à la table principale, vous avez réussi à rentrer chez vous, tout le monde n'y est pas parvenu. Parfois, vous prenez la longue route, passant par l'ancien champ de bataille. C'est maintenant des terres agricoles, silencieuses. Il y a un bosquet où les archers étaient autrefois, une crête où la cavalerie s'est rassemblée. Vous descendez de cheval et le parcourez, bottes enfoncées dans la terre molle. Il y a une pierre de repère, usée et tordue. Personne ne se souvient des noms gravés dessus. Vous, si, la nuit, les rêves viennent plus fréquemment. Pas toujours des cauchemars, bien que certains le soient, mais des flashs vifs de moments que vous pensiez avoir enterrés depuis longtemps. Une lance qui se brise, le rire d'un camarade, la teinte exacte du ciel au-dessus d'un champ étranger. Vous vous réveillez avec froid et vous demandez pourquoi la mémoire semble plus tranchante que votre lame. Vous écrivez plus maintenant, non pas des ordres ou des rapports, mais des réflexions. Vous essayez de capturer ce que c'était, le poids de l'armure avant l'aube, la tension avant une joute, l'odeur du champ après la pluie. Vous voulez enregistrer ce que cela faisait d'être un chevalier, pas dans la légende, mais dans la vérité. Vous n'êtes pas sûr pour qui c'est, peut-être pour le garçon qui le trouvera dans un coffre un jour, peut-être pour personne. Les visiteurs viennent encore, ils posent des questions. C'était glorieux? C'était honorable? Vous répondez avec soin. Parfois, les bonjours. Mais c'était aussi froid, bruyant et solitaire. Vous leur dites que la chevalerie était un service, service à un seigneur, à une terre, à un idéal. Et parfois, quand le vent était favorable, cela ressemblait à quelque chose de plus grand. Vous marchez avec une canne maintenant. L'écuyer, maintenant adulte, marche à vos côtés et essaie de ne pas avoir l'air inquiet. Il vous appelle « Monsieur » encore. Vous le permettez, cela ne coûte rien, et cela vous rappelle que, même si l'air se termine, vous en êtes encore l'écho. Vous lui passez votre épée une nuit, pas en cérémonie, juste en silence. Il la prend à deux mains, les yeux écarquillés. Il ne dit pas merci, il n'en a pas besoin. Et ainsi, vous disparaissez, non pas dans la honte, mais dans le rythme. Les salles deviennent plus silencieuses, le feu brûle plus bas, vos devoirs diminuent, la terre continue, le peuple travaille, et dans le calme entre les saisons, vous ressentez quelque chose comme la paix. Laissez les bardes chanter des dragons et des joyaux, laissez les peintres représenter des charges étincelantes et des éperons dorés. Vous vous souvenez des matins froids, des sourires tordus, des côtes cassées et des blagues cassées, de l'odeur du cheval mouillé et du goût de la bière bon marché. C'était aussi de la chevalerie, et cela suffisait. Vous ne savez pas ce que le monde deviendra, seulement qu'il deviendra. Les châteaux s'effondreront, les canons rugiront, les vieilles coutumes seront pliées dans de nouveaux livres, de nouvelles règles, de nouveaux uniformes. Mais peut-être que dans une chapelle ou une cour, une tapisserie pendra encore et qu'un enfant pointera la figure dans le coin, celui en maille usée, et demandera « Qui est-ce » Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un se souviendra, pas des batailles, pas des étendards, mais de l'homme. Cela suffira.